Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. La France et la Côte d'Ivoire s'accordent sur les termes du troisième C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ce programme porte sur 751 milliards de francs CFA. Les deux parties définissent les secteurs prioritaires à financer. La délégation française a eu une séance de travail avec le Premier ministre Patrick Hachi. 345 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué pour financer l'installation des artisans sur des sites appropriés. C'est l'annonce faite par le ministre de la Promotion des PME. Félix Anoblé était au lancement du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat qui se tient à partir du 2 décembre 2021 à Abidjan. La Côte d'Ivoire inaugure le premier laboratoire de production de tests Covid-19. C'est une unité qui a une capacité journalière de 15 000 tests. Elle est située dans la zone franche de Grand Bassam. Ce laboratoire allemand est aux normes en matière de gestion de la qualité de fabrication des produits. Et puis aux États-Unis, commémoration des attentats du 11 septembre, un recueillement émouvant 20 ans après. Joe Biden a présidé la cérémonie en se rendant sur les sites touchés par les bombardements pour rendre hommage aux victimes. Au total, près de 3 000 morts et 6 000 blessés. Je vous propose un voyage dans le temps. Pendant le grand bouillonnement culturel à Abidjan, un journaliste avait son appareil photo qui ne quittait jamais. Dans ses archives des clichés qui illustrent la vie artistique depuis les années 70, c'est un véritable passeport pour remonter le temps. Avec ses photos, Balié, Blésiri, Camille retrace en images les grands concerts qui ont marqué les scènes ivoiriennes. BBC, c'est une voix de la radio, un visage du petit écran. C'est un militant au service du développement culturel. Il est l'invité de la page culture. Bonsoir BBC. Bonsoir. Dans une trentaine de minutes, on parlera avec vous de cet ouvrage intitulé « Mes passions et moi ». Et comme pour paraphraser le titre de l'une de vos émissions phares à la radio, BBC, on va vous écouter pour voir. Mais avant, allons voir la primature, une séance de travail de la délégation du contrat de désendettement et de développement. Les parties ivoiriennes et françaises finalisent le troisième CDD. Ils vont définir les secteurs prioritaires à financer. Ce programme porte sur un montant estimé à 751 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a dirigé les travaux. Le reportage de Jean-Luc Bambo. On le savait, le montant alloué au troisième contrat de désendettement et de développement, C2D, initiative d'allègement de la dette ivoirienne par la France, est estimé à 751,7 milliards de francs CFA. Il restait à définir les secteurs à financer ainsi que les enveloppes à allouer à ces secteurs. Cette séance de travail marque l'aboutissement des échanges entre les parties ivoiriennes et françaises sur les principaux thèmes de ce troisième C2D. La Côte d'Ivoire a des priorités et le C2D s'insère dans ses priorités. Nous allons faire uniquement des choses. Ces 751 milliards de francs CFA vont permettre de réaliser ces priorités du gouvernement ivoirien. Le troisième C2D s'exécutera sur la période 2021-2025 autour de trois principaux piliers, des priorités aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la France. Il s'agit du secteur éducation-formation, le développement régional équilibré et la gouvernance. Les deux premiers CDD, faut-il le rappeler, ont permis de financer plusieurs projets en Côte d'Ivoire dont le montant global est estimé à 1 151 milliards de francs CFA. Pour financer le développement, il faut un environnement paisible. La sécurité dans l'espace UEMOA demeure une préoccupation pour les États membres. Des experts de 8 pays sont en réunion à Abidjan. Ils vont définir le point et faire le point des actions en matière de lutte contre la criminalité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, était à cette 6e réunion dont nous parle Moussa Konaté. Attaques terroristes, prolifération d'armes, trafic de tout genre. Ces actes d'insécurité fragilisent certains pays de l'UEMOA. La situation préoccupe les États membres. La question est au cœur de cette 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA. 3 États qui sont fortement affectés par cette situation, mais aucun pays n'est à l'abri. Donc la réunion devra nous permettre de passer en revue un certain nombre de points. L'insécurité constitue un frein au développement. Les 8 pays membres de l'UEMOA sont donc engagés pour son éradication. Les chefs d'État, à un moment donné, se sont dit sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas développer notre espace communautaire. Ainsi, ils ont ajouté à l'agenda de départ de l'UEMOA
de veiller aussi à instaurer un accord cadre de coopération sécurité entre les États membres. Nous sommes face à une situation sécuritaire qui nous impose d'être solidaires, de mutualiser les moyens dont nous disposons. Il ne passe pas les jours où nous ne sommes pas confrontés à des situations de sécurité qu'il faut gérer. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux chefs d'État de l'UEMOA en vue de leur application. Et c'est aussi la mobilisation contre la corruption. Le rapport diagnostic de phénomènes et des infractions assimilées est en cours de validation. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance organise un atelier pour faire le point. Plusieurs acteurs prennent part aux travaux. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Un rapport diagnostic du phénomène de la corruption et les infractions assimilées. Ce document en cours de validation se veut un des principaux outils de la bonne gouvernance. Le présent atelier nous donne une réelle opportunité de doter notre pays d'un outil efficace dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cet atelier est également une opportunité pour identifier les causes et les manifestations du phénomène de la corruption et des infractions assimilées, mais surtout ses dégâts sur nos économies. La corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. C'est chaque année plus de 1000 milliards de dollars qui sont versés en pots de vin, tandis que 2600 milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial, sont détournés. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Pour le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ce rapport diagnostic doit servir de base pour l'élaboration de la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption se traduit dans un document de référence qui permettra de bâtir non seulement une politique générale de lutte contre la corruption, mais aussi des politiques sectorielles dont la mise en œuvre nécessitera l'implication forte de toutes les parties intéressées. Partenaire dans l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, a pris une part active dans l'organisation de cet atelier. À partir du 2 décembre 2021, le marché ivoirien de l'artisanat se tient à Abidjan. Félix Anoblé était au lancement du MIVA. Le ministre de la Promotion des PME annonce le déblocage de 345 milliards de francs CFA, un montant pour financer l'installation des artisans sur des sites appropriés. Lancine Bakayoko. Avec 85% de la population active, l'artisanat ivoirien recèle des métiers très variés répartis dans différents secteurs d'activité. Là, l'alimentation, le bâtiment, la production et les services. Malheureusement, son potentiel reste inexploité à cause des difficultés d'organisation. Au nombre de ces difficultés, les déguerpissements intempestifs. Pour traiter l'épineuse question des déguerpissements récurrents qui fragilisent la bonne tenue des activités de production artisanale, mon département a engagé un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation de sites dédiés aux artisans dans toute la Côte d'Ivoire, dont les travaux d'un coût global de plus de 345 milliards de nos francs verront bientôt le début de réalisation sur toute l'étendue du territoire national. Cette restructuration de l'activité artisanale sera adossée à un plan d'encadrement porté par des organismes de financement. Ce projet, dont l'objectif est de faire reculer l'informel et améliorer la contribution des artisans à l'économie nationale, séduit le président de la Chambre nationale des métiers. Le code de l'artisanat fait injonction à toutes les communes de pouvoir installer et de créer un cadre pour l'installation des artisans. Si le gouvernement a fait face à ces financements, nous ne ferons que lui dire merci. C'est d'ailleurs dans le cadre de la valorisation des produits artisanaux que le ministre Félix Anoblé a procédé au lancement du marché ivoirien de l'artisanat MIVA, prévu du 2 au 11 décembre prochain à Abidjan. Au MIVA, notre ambition est de faire d'Abidjan pendant 10 jours la vitrine de l'artisanat, à travers les meilleurs produits faits main d'Afrique et d'ailleurs.
Les clés pour réussir dans l'artisanat, être passionné par son métier, aimer ses produits et bien entendu apprécier le contact humain, ont expliqué les artisans fortement mobilisés pour le lancement de cette 4e édition du MIVA. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Il est recommandé de respecter les mesures barrières pour freiner cette pandémie. Voici les chiffres de ce samedi. 186 nouveaux cas enregistrés. Aujourd'hui, 162 guéris et 11 décès. À la date du 11 septembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 57 784 cas confirmés, dont 55 727 personnes guéries, 506 décès et 1551 cas actifs. Au total, 1 529 823 doses administrées contre la Covid-19. Et voici une avancée dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire vient d'inaugurer le premier laboratoire de production de tests. Il s'agit d'une unité avec une capacité journalière pouvant aller jusqu'à 15 000 tests. Elle est située dans la zone franche de Grand Bassam. Didier Nguesson nous apprend que ce laboratoire est aux normes de la qualité. Entre 10 000 et 15 000 tests antigènes seront produits chaque jour dans cette unité de production. Un investissement du laboratoire allemand Das Labor Biodiagnostic, présent en Côte d'Ivoire depuis seulement 1 an. Notre objectif est d'amener d'autres étapes de la chaîne de valeur en Afrique et de diversifier notre offre à d'autres pathologies endémiques ici en Afrique. Inauguré par Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République, ce laboratoire, outil supplémentaire de lutte contre la Covid-19, est le fruit de la coopération ivoiro-allemande. Déjà, pas mal de sociétés allemandes sont installées sur le territoire ivoirien. Et avec Das Labor aujourd'hui, c'est une société en plus. Mais dès la semaine prochaine, nous aurons donc sur notre territoire près de 10 investisseurs allemands et 6 investisseurs tchèques qui arrivent également pour une prospection économique. Donc les choses avancent bien. C'est vraiment un transfert de technologies très sophistiqué. C'est soutenu par le gouvernement vers la GIZ. Le résultat des tests rapides Covid-19 est disponible en 15 minutes maximum, de quoi accélérer le dépistage. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la phase de pouvoir mieux consolider cette riposte sanitaire à travers la production d'éléments qui permettent justement de lutter contre la Covid. La première étape, c'est la production de ces tests rapides. La prochaine étape sera développée par Das Labor pour les autres productions et pourquoi pas demain avoir aussi un centre qui produit des vaccins. En termes de performance, ces tests selon les premiers essais sont sensibles, spécifiques et précis, entre 96 et 100%. La vaccination contre la Covid-19 s'intensifie dans le milieu scolaire. À Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé officiellement la campagne Zéro Covid à l'école. 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux enseignants. Cette campagne vise à protéger toute la famille éducative pour garantir un meilleur déroulement de l'année scolaire 2021-2022. C'est un reportage de Soro Corona. La campagne Zéro Covid à l'école est officiellement lancée par la ministre Mariatou Kone à Bouaké. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a décidé d'intensifier la vaccination dans le milieu scolaire pour freiner la progression de la pandémie à coronavirus. Pour ce lancement, 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été mises à la disposition des 2 directions régionales de Bouaké. Mariatou Kone exhorte tous les acteurs du système éducatif à prendre une part active dans cette campagne. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les enseignants doivent être des exemples dans la lutte contre la Covid-19. J'exhorte tous les membres de la communauté éducative à se faire vacciner pour contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je voudrais dire merci à ceux qui ont commencé à se faire vacciner. Merci au ministère en charge de la Santé qui nous a mis aujourd'hui à disposition 1000 doses de vaccins sur ce site, rien que pour la présente cérémonie. En région, les directeurs régionaux seront les maîtres d'œuvre de la campagne Zéro Covid à l'école. J'invite tous nos collègues, nos collaborateurs enseignants de se faire vacciner
parce que c'est eux qui doivent pouvoir donner l'exemple à nos élèves et aux parents d'élèves. À travers cette campagne, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut se positionner comme le fer de lance de la vaccination en Côte d'Ivoire. Après ce lancement, la campagne Zéro Covid à l'école va s'étendre à toutes les directions régionales dès le lundi 13 septembre, premier jour de la rentrée des classes. Et dans le département de Gagnoa, le village de Karaï prône la cohésion sociale. C'était lors des journées socio-culturelles organisées autour de la paix. Les populations misent sur la conjugaison des efforts pour œuvrer au développement de la localité. Eugène Atoubé. Quand Série Dodo la Terre, icône de la chanson BT, fait son entrée place publique du village, Toukaïri exulte. Dans la continuité et entre deux allocutions, chansonniers et paroliers se succèdent. Difficile pour les femmes de se retenir, laissant découvrir l'attachement à leur culture. Bienvenue à l'apothéose des vacances Karaï 2021, première édition des journées socioculturelles de ce village, de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Go. Hommes, femmes et jeunes de Karaï se sont nourris du sentiment d'appartenance au même village et engagés à œuvrer pour son unité. Cette fête-là fait qu'aujourd'hui, on va être un. Je veux que tout change pour qu'on soit ensemble. Puis on va aller de l'avant. Donc on ne peut pas prendre le développement sans vouloir mettre tout le monde ensemble, sans vouloir rechercher le vivre ensemble. Ce moment est bienvenu pour qu'à partir de la cohésion sociale, à partir de la paix, nous nous projetons dans une vision de développement. Moment de retrouvailles. Vacances Karaï 2021 accueille comme invité de marque le ministre-gouverneur du district des montagnes, Albert Flendé. Ces journées socioculturelles se sont révélées creuset d'union de filles, fils et cadres de Karaï autour des valeurs de cohésion, de vivre ensemble et de paix. Ce village dans la commune de Ouagayo sur l'axe Gagnoa-Saint-Fra séduit par son admirable harmonie intercommunautaire. Si Karaï ne cache pas sa fierté d'avoir toujours été à l'abri des soubresauts porteurs de violence, ces populations et les jeunes en particulier ont été invités à préserver cet acquis et à s'engager davantage dans une dynamique de réalisation sociale. Que les jeunes se prennent en charge en se mettant au travail réellement que de se livrer à l'école, au banditisme. Nous avons demandé que les jeunes s'abstiennent de toutes les activités liées à la délinquance, de plutôt se focaliser sur ce qui peut leur permettre d'avoir des ressources, d'avoir du travail et puis d'être aussi responsables. Des opportunités sont offertes par la politique du président Alassane Ouattara. Volet sportif de vacances à Karaï 2021. Le tournoi de football doté du trophée Albert Flendé. Il est remis à l'équipe victorieuse par le ministre-gouverneur du district des montagnes. Albert Flendé souhaite pour 2022 une édition plus éclatante et facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dont Karaï est si fier aujourd'hui. 181 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire. Ces réfugiés sont rentrés du Ghana après 10 ans passés dans ce pays voisin. Ils y étaient depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Un retour organisé par l'État de Côte d'Ivoire et le HCR. Djenaba Bini Sationayo. Après plus de 10 ans d'exil, 181 réfugiés en provenance du Ghana regagnent la Côte d'Ivoire. Le porte-parole de ces réfugiés ne cache pas leur satisfaction de retrouver la mère patrie. Nous étions en exil, ça fait aujourd'hui 10 ans et je pense que tout a été mis en place pour que nous puissions revenir. Nous sommes là et nous sommes contents de retrouver nos frères et sœurs. Dans la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, les a assurés de leur réintégration scolaire et professionnelle. Le processus est bien coordonné parce que quand ils arrivent, on recueille leurs préoccupations et on les transmet au ministère technique qui s'en occupe. Je vois beaucoup d'enfants aujourd'hui. Nous avons une plateforme avec le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, une plateforme chargée de l'intégration, de l'insertion ou la réinsertion de ces élèves pour l'inscription. Je suis heureux qu'ils arrivent pratiquement à la rentrée scolaire. C'est la première préoccupation que nous avons. Environ 7700 réfugiés sont attendus dans les jours à venir en provenance du Togo, du Mali, du Libéria et de la Guinée.
Et c'est parti pour la 4e édition du Challenge Social Fondation Lonassi. Le lancement a eu lieu dans la commune de Makori. Cette initiative récompense le meilleur article ou reportage à caractère social. Les journalistes ont été invités à s'approprier le concours. Grâce Kando. Après une interruption due à la situation de crise sanitaire, la compétition Challenge Social Fondation Lonassi, qui récompense le meilleur reportage à caractère social, remet le couvert. Cérémonie de lancement donc dans la commune de Makori. À cette occasion, les journalistes ont été invités à s'approprier ce concours. J'en appelle à une participation qualitative et quantitative des différentes rédactions afin que ce concours joue effectivement le rôle d'alerte qui lui est assigné par le président de la Fondation Lonassi. En participant au Challenge Social Fondation Lonassi, ils choisissent d'être des ambassadeurs de la population dans sa quête du bien-être. Cette édition, la 4e du genre, enregistre des innovations. Le concours s'ouvre désormais à la presse numérique et à l'audiovisuel. Les productions porteront notamment sur les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et de la culture. Les candidats sont invités à envoyer au jury une copie de chaque reportage publié ou diffusé entre le début et la fin de la période du concours avec les justificatifs y afférents. S'agissant des récompenses, le lauréat recevra 1 500 000 francs CFA plus un trophée et les 2e et 3e auront respectivement 500 000 francs et 250 000 francs CFA. En sport, le président du comité d'organisation de la CAN 2023 a continué ses consultations. François-Albert Amicha a rencontré le ministre de l'économie numérique. Avec Roger Félix Adom, il était question du dispositif technique et le système informatique à déployer pour le succès de ce grand rendez-vous sportif en Côte d'Ivoire. Konaté Ngamblé, Jean-Sylvain Resso. Quel sera le dispositif technique et numérique mis en place pour la CAN 2023 ? Une problématique qui était au cœur de cette réunion d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique. La révolution digitale en cours oblige tous les organismes à s'adapter aux changements digitaux dans l'organisation des grandes compétitions sportives. Dans un document contenant les besoins numériques indispensables au succès de la compétition, François-Albert Amicha a fait des propositions relatives à l'amélioration des infrastructures télécom, les besoins Internet pour la captation audiovisuelle et un réseau téléphonique propre à l'organisation de la CAN 2023. La CAN 2023, c'est 5 villes qu'il faut relier par le numérique, la digitalisation. C'est des villages CAN, c'est des fan zones, c'est des hôtels, c'est la présence au stade où tout le monde peut utiliser son Internet. C'est tout cela qu'il faut coordonner. Est-ce que notre pays dispose de cette capacité ? Nous nous sommes adressés à des spécialistes, à des experts, à des professionnels de la chose, afin qu'ils puissent nous accompagner. Une démarche appréciée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, qui a exprimé son admiration pour le travail réalisé avant d'annoncer des dispositions pour répondre aux attentes du COCAN. Il faut en sorte qu'on ait de la 5G, qu'on ait donc de l'Internet mobile, de l'Internet fixe avec de grandes capacités. Tout ce qu'on pourra faire du point de vue du digital, de la connectivité, des services faciles et aisés pour ceux qui viennent, faire en sorte que ceux qui ne viendront pas à Abidjan ou à San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo aient une visibilité de ce qui se passe aussi bien à l'intérieur des stades qu'en dehors. Améliorer la qualité des connexions Internet dans les villes et différents sites qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations, la mise en place d'une plateforme de billetterie en ligne, voici autant d'actions qui proposeront au public des expériences novatrices. Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN, la visite des infrastructures sportives et non sportives prévue du 13 au 29 septembre 2021 dans les différentes localités devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, un hommage émouvant 20 ans après le 11 septembre en 2001. Des attentats terroristes sèment le chaos à New York, Washington et en Pennsylvanie. 2977 personnes trouvaient la mort et 6000 autres blessés. Le pays est dans le recueillement 2 décennies après ces attaques coordonnées et menées par Al-Qaïda. Joe Biden a présidé la cérémonie en se rendant sur plusieurs sites touchés par les bombardements pour rendre hommage aux victimes.
sur les réseaux sociaux, sur les bannières déployées, sur les lèvres. 2 mots reviennent aujourd'hui. Never forget, ne jamais oublier. Et on n'oublie pas aussi notre rendez-vous de tous les samedis soirs, la page culture. D'Atekoubé, la génération blessée du village de Bidjan Lokodro a fait sa sortie. Elle est composée de 4 catégories et sera désormais associée aux prises de décision. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie qu'on voit avec Grace Kando. Jour exceptionnel à Bidjan Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Toutes les populations ont longtemps attendu ce grand jour culturel, le Fakui. La génération blessée composée des Asoukrou, des Agbans, des Doubans et des Djehou célèbrent ce moment qui marque leur maturité. Cette nouvelle génération va maintenant être associée étroitement à toute la vie du village, notamment en ce qui concerne toutes les décisions, qui concernent le foncier et l'administration de façon générale. Le Fakui dans le village de Lokodro se célèbre tous les 10 ans. Cette génération est constituée de personnes dont l'âge varie entre 30 et 50 ans. Ces nouveaux associés à la gestion du village comptent apporter leur touche à l'épanouissement du village. Il y a beaucoup à changer dans ce village et il faut tout faire pour se mettre ensemble, que ce soit au niveau financier, structurel, politique même. Il faut déjà revoir tous ces moyens pour qu'on puisse avancer dans la gestion du village. On va prôner l'amour, l'union et l'entente surtout. À Lokodro, la fête du Fakui a été mise à profit pour sensibiliser les populations à l'application des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. Je vous demande un pansement d'aller vous faire vacciner parce que je voudrais l'année prochaine, en revenant ici, vous retrouver chacun là, en bonne santé et en vie. Le virus circule et le seul moyen à l'heure actuelle pour arrêter ce virus, c'est la vaccination. Le Premier ministre Patrick Achi, patron de cette fête du Fakui à Lokodro, s'est fait représenter par Paulin-Claude Danho, ministre des Sports par ailleurs, député maire de la commune d'Atekoubé. Le message que le Premier ministre me charge de vous porter aujourd'hui, le peuple Atcha, en maintenant cette tradition de fête de génération, démontre bien que quelles que soient les vicissitudes du développement, nous devons sauvegarder notre culture. Les jeunes générations ont besoin de repères. Les jeunes générations ont besoin d'être guidées dans ce monde avec les nombreuses menaces. Mais grâce à nos traditions initiatiques, nous pouvons dire que demain, ces jeunes pourront participer à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et rayonnante. L'implication de la génération blessée à la gestion des affaires du village va durer entre 15 et 20 ans. Le Sénégal est le pays à l'honneur pour cette 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le village sénégalais érigé à cet effet à l'INGS de Makori a reçu la visite d'Abdoulaye Diop, le ministre de la Communication et de la Culture du Sénégal. Une délégation forte de 50 artistes envoie le concert tenu à l'Institut français avec Yannick Efoumi, Issa Tionayo. Le Sénégal est à l'honneur de ce FEMUA 13, Festival de musiques urbaines d'Anoumambo. L'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, dans la commune de Marcory, aux couleurs du Sénégal, avec le patrimoine culturel et touristique de la Teranga, à savoir l'artisanat, la gastronomie, les instruments traditionnels de musique et la cinématographie. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une relation forte culturellement que nous avons le devoir de consolider nous tous. Les liens historiques, le rapprochement entre les deux pays, la forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, je crois que tout était réuni pour que le Sénégal soit à l'honneur. Cette journée sénégalaise s'est poursuivie dans la soirée à l'Institut français au Plateau, où les artistes de ce pays ont gratifié le public d'un spectacle à la hauteur de leur talent. Nous sommes des ambassadeurs culturels et notre mission principale, c'est d'exporter la musique africaine, d'exporter notre musique, la musique sénégalaise qui est le mbalax. Il y a beaucoup d'artistes au Sénégal, donc ça fait l'occasion aussi de pouvoir véhiculer des messages, ou bien de pouvoir montrer ce qu'ils font, donc c'est un honneur. Le FEMUA 13, c'est aussi le clin d'œil fait aux tout petits, à travers le FEMUA Kid, des jeux,
Des ateliers de dessin, des bricolages, des chocolats et des concerts sont produits à l'INJS. On retrouve notre invité de la page culture en BBC, le journaliste, le producteur, le très culturel Balié Blésiri Camille, auteur d'une œuvre inédite des images de grandes scènes ivoiriennes, Mes passions et moi. D'abord, pourquoi Louga François sur la page de couverture? Louga François parce que d'abord c'est une grosse pointure de la musique ivoirienne, mais surtout parce que sur la couverture on voit un photographe, on voit Louga François, on voit des micros, on voit une scène. C'est ça mes passions qui sont rassemblées sur cette couverture. Alors, vous étiez aussi producteur de Louga François. Oui, j'ai produit Louga François, Baïs Pinto et bien d'autres. Hein. J'ai produit pas mal d'artistes. Mais tout ça fait partie de mon objectif d'apprendre c'est quoi le métier que je veux faire. Parce qu'on est journaliste, mais dans une spécialité. Moi, j'ai choisi de travailler dans la culture. Mais il faut que je connaisse les éléments qui m'intéressent dans la culture. Et il s'agit de musique, mais la musique est multiple. Les genres sont multiples et la manière d'aborder ces genres sont aussi multiples. Et donc j'ai décidé d'apprendre en produisant. J'ai été un peu musicien aussi, pas beaucoup. Et puis, je pense que quelque part, tout ça forme l'individu, mais qui veut partager avec les autres par rapport à un travail, par rapport à un métier. Alors, justement, ce que vous connaissez témoigne de ce grand intérêt, cette manière vraiment passionnée d'appréhender la chose culturelle. Sur cet ouvrage, quelle est l'histoire qui se cache derrière? L'histoire qui se cache derrière, c'est de... Et je vais le dire là maintenant, c'est d'honorer les artistes ivoiriens et les artistes africains en général. Ces gens travaillent dans beaucoup de difficultés. Ces gens n'ont pas de contribution, même de l'État. Ces gens font des choses qui sont sensationnelles, mais avec beaucoup de sueur. Je voudrais inviter ici tous ceux qui peuvent contribuer à faire avancer la culture, qui est la chose la plus importante d'un pays, pour que le développement se fasse. On connaît un pays par ses artistes. Michael Jackson a plus fait connaître les États-Unis que la NASA. Je crois que c'est extrêmement important de tenir compte de ces choses-là. Oui, donc d'où ces hommages de façon vraiment très permanente dans votre ouvrage à des artistes, mais aussi à des producteurs, notamment des producteurs qui sont venus d'abord de l'étranger, et puis des producteurs qu'on a eus au niveau local. Je pense par exemple à François Cognon, à Catherine Auro. C'était vraiment utile pour vous de produire cet ouvrage et de forcément parler d'eux? Il faut que ces gens ne soient pas oubliés. Il faut qu'on n'oublie pas les gens qui ont chanté, les gens qui ont été devant le micro. Mais il faut qu'on n'oublie pas les gens qui, grâce à qui ces artistes ont pu être devant le micro. Je crois que c'est important. François Cognon a été un élément indescriptible, innommable de la culture en Côte d'Ivoire. Il s'est donné complètement à la Côte d'Ivoire, à la culture ivoirienne. Madame Oro a fait pareil. Il y a ceux qu'on a appelés les producteurs en Ango, c'est-à-dire les Chakara, tous ces gens, qui ont contribué à leur manière en pensant ils sont venus ici pour se faire de l'argent, mais en réalité, ils construisaient à leur manière la culture à partir de sa base qui est musicale. Et je crois que c'est important, qu'il fallait qu'on honore ces gens. Ce livre est un hommage qui est rendu aux artistes globalement considérés dans toutes leurs spécialités, même s'il n'y a que des musiciens dedans. D'accord, alors on va voir un résumé de vos passions justement avec Yannick Efoumi et Issa Tunayo. On se retrouve juste après. Manu Dibango, Aïcha Kone, Alpha Blondy, L'œil du jazz du cristal, les Woody, Désiré Gado, Luc Sigui, les Weya, John Kifi, Oswald Kwame, Tina Glamour, Wampierre, Yves Zogo Junior and the Crazy Bee, RAS, Isaac Kemo, Steven Amwakon, Ozwa Mams. Bref, c'est toute l'histoire de la musique ivoirienne qui est racontée en photo dans Mes passions et moi, le tout premier livre de Balié Blésiri Camille, dit BBC. Homme des médias et de culture, passionné de musique et de belles rencontres, ex-animateur de Radio Côte d'Ivoire, l'auteur de ce livre-album nous ouvre son cœur et dévoile ses plus beaux souvenirs. Le défunt François Cognon Bani, Madame Catherine Loud Oro, Aboudou
Lassisi, Raimi Gbadamassi, Assirou, Saïbou, les premiers producteurs de musique en Côte d'Ivoire sont honorés dans ce livre. Sans oublier les mythiques bars de l'époque, la canne à sucre, la cabane bambou, la boule noire, le refuge, l'oasis du désert, l'African Combo et l'Ofi de Boaké. L'auteur évoque également ses plus belles rencontres et ses instants de bonheur en famille. Premier jet d'un chef-d'œuvre en guise de devoir de mémoire pour une bibliothèque vivante. Mes passions et moi de Palier Blésiri Camille est un livre de 668 pages paru aux éditions Eberné. Alors, BBC, vous avez fixé des images depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il y avait vraiment des clichés inédits de concerts à Abidjan. Lesquelles des images ou des scènes vous ont vraiment marqué? Je peux vous dire simplement que j'ai été marqué par toutes mes images. Je veux dire que même celles que j'ai perdues pour de questions d'entretien, mais je suis marqué surtout par la qualité de l'artiste. Ça, c'était le plus important pour moi. La qualité de l'artiste, à savoir que ceux qui font les artistes, comme M. Kounian, comme d'autres personnes, comme moi-même, comme George Benson, et les artistes eux-mêmes, par rapport à la production de leur travail, la qualité des gens qui les représentent. Un homme comme Mewe, c'est un symbole. C'est un symbole. Il y en a d'autres, mais je pense que la Côte d'Ivoire a produit des gens et c'est pourquoi ce pays est devenu ce qu'on appelait la plaque tournante oui. De la musique africaine. C'est parce que ces gens ont travaillé que le pays est devenu comme ça. D'accord. Alors, vous déplorez aussi le rêve de création et d'industrialisation du marché du disque qui s'est envolé. Que souhaiteriez-vous aujourd'hui? Que les musiciens et les artistes en général soient des professionnels d'abord, mais pour qu'ils soient des professionnels, il faut des cadres. Et le ministère de la Culture est censé être... Le ministre de la Culture est censé être entouré de gens, des techniciens, des arts, mais aussi des lettres, puisqu'il n'y a pas que... Il y a aussi des écrivains, il y a il y a le livre et tout. Mais je veux dire que, à partir du moment où un pays crée des cadres de professionnalisation, la musique est dans un cadre qu'on appellerait le cadre culturel, à savoir que c'est là qu'il y a le bouillonnement culturel. Et puis il y a l'autre cadre qui est le cadre professionnel, qui est celui où se retrouvent les producteurs, les financiers, tous ces gens. Et c'est ça, ces deux cadres mis ensemble, qui font qu'un pays déroule sa culture et se fait connaître ailleurs, parce que il faut qu'un pays se fasse connaître par sa culture. C'est la culture qui fait connaître un pays. On connaît Amédée Pierre partout, mais je suis sûr que, comme disait quelqu'un, le Premier ministre irait quelque part à l'aéroport, on ne saurait même pas qui c'est. Mais Amédée Pierre, tout de suite, on le reconnaît. Il est au Ghana, il est au Congo, il est partout. On va savoir tout de suite que... c'est une sorte d'identité. Oui, mais en construisant ces identités, mais il y a eu à l'époque cette influence, l'influence de l'Afrique centrale, cette musique qui est venue de l'Afrique centrale avec ses rythmes endiablés de Makossa, de Soukous, de Rumba, etc. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment permis de construire cette identité de la musique ivoirienne? Ces pays ont contribué à ce que notre hymne national appelle le pays de l'hospitalité. Vous comprenez? Il y a hospitalité parce que des étrangers viennent chez vous et que vous les recevez. Et ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour faire connaître son pays. Parce que quand ils retournent chez eux, ils parlent de la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. Tous les Africains veulent venir ici. Mais ce que je pense, c'est que tout ça doit être fait dans un cadre régulé et que les gens se retrouvent chez eux, même quand ils sont ailleurs et qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut que les artistes ivoiriens soient mis dans des conditions professionnelles qui vont leur permettre d'évoluer de la manière la plus possible, la plus professionnelle possible, pour aussi vivre de leur métier. Aussi vivre de leur métier. Alors, vous avez immortalisé un moment quand même important, un fleuron au niveau des orchestres, c'est l'ORTI, avec un monsieur, à l'époque,
Manu Dibango. C'est une image qu'on a vue dans oui, parce que Manu Dibango, cet ouvrage. C'est pourquoi il est au début du livre. Oui. Manu Dibango, même moi, j'ai été marqué par ce monsieur. J'ai commencé ma carrière en travaillant à ce qu'on a appelé l'ORTF, l'Office des radiodiffusions de télévision française, qui est devenu RFI en 1975. Mais c'était déjà une grosse vedette, Manu Dibango. Mais quand je l'ai invité dans l'émission qu'on faisait à l'époque, qui s'appelait Afrique Inter, ce monsieur ne posait aucun problème. Il se levait, il venait, on faisait l'émission, il repartait chez lui. Nous sommes devenus amis très proches après, mais parce que ce monsieur est d'une grande simplicité. Il est venu ici invité par M. Ben Soumaro, soutenu par le président Oufouette, pour faire, comment on appelle ça, l'orchestre de la RTI. Bonkana Maïga est venu après, James Scott Benin est venu après. Mori Kanté, je veux dire le directeur des orchestres, les James Benin, comment il s'appelle notre frère là. Et ils ont travaillé. Et Manu Dibango a fait de cet orchestre l'un des plus grands remparts de la musique africaine, mais en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est un orchestre que personne ne peut oublier. C'est un orchestre qui est un grand orchestre, qui n'a pas survécu, certes, à Manu Dibango, mais qui aurait pu faire des choses extraordinaires ici. Mais en tout cas, nous retenons que c'est un grand rempart de la musique africaine. Quand vous évoquez ces scènes ivoiriennes et particulièrement bouillonnantes, c'est avec une nostalgie à peine teintée de regret. Est-ce que vous vous dites que le meilleur c'était hier et qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas possible de rattraper les choses? Si. Il suffit que l'État donne la force dès le départ. Le reste se fera par les gens eux-mêmes. On ne demande pas à l'État de donner de l'argent aux gens. On demande aux gens, à l'État d'organiser les gens. À partir du moment où les gens sont organisés, qu'ils soient ivoiriens ou pas, mais de toute façon qu'ils vivent ici, c'est ce que Manu a fait, les choses se lèvent tout seules. Toutes seules, les choses se lèvent et se font. Et je crois que nous vivrons de nostalgie, parce que la nostalgie, c'est une chose qui ne part pas, bien sûr, elle est là, mais je crois que tout peut se faire, c'est ce que je veux dire. Tout peut se faire à partir du moment où la volonté est là, une volonté collective est là, pour que la construction se fasse. Alors, vous avez remonté le temps musical ivoirien, africain en images, ces groupes de jazz qu'on a vus, il y a eu des légendes comme Louga, Djidji, Amédée, jusqu'à la nouvelle génération, aujourd'hui en passant par Acha Koné, Jeanne Animel, etc. Est-ce que BBC se dit aujourd'hui qu'il lui manque des scènes qu'il ne devrait pas rater d'immortaliser au niveau de cet ouvrage? C'est le fait de mon prochain livre, mais je ne dévoile pas. Et c'était la suite de la question. Le prochain livre, justement, de quoi est-ce que vous allez nous parler cette fois? Ce sera la suite musicalement? Ce sera la suite, disons ça comme ça. Ce sera la suite de ce livre, mais il sera plus panafricain. Il sera plus panafricain. On va aller dans tous les pays africains et on va rassembler par rapport à des photos que j'ai faites, et j'en ai fait beaucoup, mais aussi par rapport à des photos que des photographes qui ont aimé mon idée, les familles qui ont perdu leurs parents, qui devraient être dans ce livre, sont venus vers moi et ils m'ont dit il faut que vous fassiez un truc qui est beaucoup plus panafricain. Je suis très avancé dans ce livre. D'accord, justement, parce qu'ici, vous avez mis l'accent sur vraiment les artistes ivoiriens. Dans le prochain, il y aura aussi des Ivoiriens, mais on n'oubliera pas que des Ivoiriens sont nombreux, ceux qui travaillent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans les pays, dans d'autres pays, au Maroc notamment. Il y a des Ivoiriens en Australie. Il y a des Ivoiriens en Australie qui sont musiciens là-bas. Et il faudra quand même le rappeler à la population locale ici. D'accord. Alors, vous êtes aussi promoteur d'événements culturels. Vous avez votre événement sur le jazz. Il y a aussi cette promotion de la musique noire. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est le FEMUA. Quel est votre regard sur ce festival des musiques urbaines? Mais vous me donnez l'occasion de féliciter Assalfo et ses amis. Je pense qu'on croit que les musiciens ne savent que jouer. Non, le FEMUA a prouvé que un musicien peut faire autre chose. Et je pense qu'ils ont voulu apprendre et ils ont appris. Ils ont créé le FEMUA
Mais je crois qu'il faut leur lever le chapeau très très bas. Assalfo et ses amis ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est extrêmement important de les saluer là. Oui, on pourrait vraiment en parler des heures et des heures, mais malheureusement, on a terminé. Merci à vous, BBC, le journaliste producteur, Balié Blésiri Camille, auteur d'une œuvre vraiment inédite, des images de grandes scènes ivoiriennes, Mes passions et moi, 668 pages de mémoire musicale photographiée. Merci d'être passé à la page culture ce soir. Et pour parler de ce retour aux sources, le sage nous apprend ce soir que la force du baobab est dans ses racines. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Dieu le voulant, on se retrouve demain.